Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série de tournage de confinement. Et aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de vidéos. En effet, jusqu'à présent notre série de vidéos était sur l'appel de Clermont, mais normalement lorsque vous verrez cette vidéo, cette série sera finie. Et nous allons donc commencer une nouvelle série sur un autre sujet d'exposé que j'avais préparé avant qu'on se retrouve en confinement. C'est la revendication pour la journée des 8 heures, qui est une revendication historique du mouvement ouvrier mondial. Depuis qu'il existe des revendications ouvrières, que la lutte des classes a commencé en quelque sorte, la lutte des classes entre le prolétariat et la bourgeoisie, la baisse du temps de travail a été une revendication majeure. Et jusqu'à son obtention, l'objectif c'était la journée de 8 heures. Cette revendication a vu le jour en 1817 dans un slogan de Robert Owen, qui est un socialiste utopique. Les socialistes utopiques sont des critiques du capitalisme, qui critiquent le système inégalitaire du capitalisme, mais sans être marxistes. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet des socialistes utopiques, nous avons fait une vidéo sur le sujet sur notre chaîne, et du coup je mettrai le lien en description et en fiche si j'y pense. Mais du coup ce Robert Owen a lancé en 1817 un slogan 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos, 24 heures, c'est bon, on a une journée entière. Et donc Robert Owen était lui un riche industriel anglais, mais qui essayait de mettre au maximum en application ce qu'il proposait dans les industries qu'il possédait. Alors il n'est pas allé jusqu'aux 8 heures de travail, mais il a réduit à 10 heures le temps de travail dans ses usines, là où le temps de travail à l'époque dépassait régulièrement les 15 heures par jour. Donc il a quand même fait plutôt un progrès par rapport à ce qui était la situation actuelle. Et c'est également le père des coopératives, enfin du système de coopératives en Grande-Bretagne. Et il va mettre par écrit et contextualiser ses idées, y compris du coup la journée de 8 heures, dans un ouvrage qu'il va publier, le livre du Nouveau Monde moral. Cette idée va ensuite continuer de grandir, de se développer, s'appuyant sur une structuration progressive du monde ouvrier, qui s'appuie aussi donc sur le développement de l'éducation dans le milieu ouvrier, avec globalement le développement de l'éducation en termes généraux, qui va avoir lieu dans les décennies qui vont suivre. Également, les migrations qui vont se développer. Les migrations pour le travail sont beaucoup plus nombreuses, et donc elles vont aussi contribuer à faire la propagation des idées. On a également, après 1848, beaucoup d'exilés politiques, puisque en 1848, il y a eu le Printemps des peuples, qui est un grand mouvement de révolte à la fois pour l'autodétermination des peuples et pour des revendications de démocratie et de meilleures conditions de vie, qui a touché l'ensemble de l'Europe. La France, qui a renversé Louis-Philippe, l'Italie, la Prusse, les différents États allemands, l'Autriche, la Grèce, la Belgique, même la Pologne. Voilà, c'est un grand mouvement européen, et beaucoup de meneurs de ce mouvement du Printemps des peuples, là en tout cas où le mouvement a perdu, se sont retrouvés en exil dans des pays qui acceptaient de les accueillir. Donc souvent Londres était assez ouverte à les accueillir, les Provinces-Unies également, et du coup ces personnes assez politisées vont être souvent vecteurs de transmission de ces idées sociales, et donc de la revendication des 8 heures. De plus, dans cette période-là, on voit également que les lieux de travail vont augmenter en taille. On passe de petites manufactures à des grandes usines de plus en plus grandes, où il y a de plus en plus d'ouvriers réunis, et ce qui contribue à la diffusion des idées plus facilement et à l'émergence d'une conscience de classe qui rend une revendication commune plus facile à mettre en place. Cela va s'officialiser avec l'AIT. L'AIT, c'est l'Association internationale des travailleurs, fondée en 1864, et qui, à partir de 1866, va reprendre le slogan de Robert Owen et en faire du coup sa revendication phare. L'AIT, donc, c'était la principale association qui regroupait les organisations de travailleurs, plutôt des organisations de type syndical, plus ou moins de type syndical, puisque beaucoup de pays, les syndicats étaient de fait interdits, par exemple en France. Et donc, c'était des structures plus ou moins légales qui étaient réunies au niveau international, mais essentiellement issues des pays industrialisés, donc l'Europe et les États-Unis. Et donc, cette AIT était sous influence anarchiste et communiste, et héritière des protons internationales qui ont émergé dès les années 40. Par exemple, en 1848, Karl Marx écrit pour la Ligue des communistes, qui était une première tentative de grouper de manière internationale les organisations ouvrières. Donc, Karl Marx écrit le manifeste du Parti communiste à cette occasion, qui d'ailleurs se termine par la citation « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », ce qui montre bien déjà cette volonté d'unification des travailleurs au-delà des frontières. Et donc, comme je l'ai dit, l'AIT était sous influence à la fois communiste et anarchiste, puisque c'était les deux principaux courants qui s'y retrouvaient. Un mené par Karl Marx, du coup,
qui va rédiger les statuts de l'organisation en 1666. Et du coup, c'est dans ces statuts-là que la revendication pour la journée de 8 heures sera inscrite, ce qui montre bien l'importance de cette revendication, puisque c'est dans les statuts même de l'association. L'autre courant principal, c'est le courant libertaire, anarchiste, autour de Mikhail Bakounine, anarchiste russe, et on trouvait également des courants socialistes utopiques et quelques réformistes démocrates qui voulaient surtout des transitions démocratiques plus que le renversement du capitalisme. Cette a été pris fin en 1876, en sachant qu'en France, dès 1871, elle a été en grande partie affaiblie, puisque suite à la répression de la Commune de Paris, beaucoup de leaders français de l'international de l'AIT vont être soit tués lors de la semaine sanglante, du 21 au 28 mai 1871, soit faits prisonniers et envoyés en exil. Du coup, le mouvement dès 1871 en France est décapité. Ce qui ne mettra pas fin à cette revendication. Elle continuera d'exister, étant par exemple défendue en 1880 dans un pamphlet de Paul Lafargue qui est d'ailleurs le gendre de Karl Marx, donc ça, on reste dans la famille, qui du coup, son pamphlet, c'est le droit à la paresse, où la journée de 8 heures est revendiquée. Mais cette revendication va reprendre plus d'ampleur à partir de la Seconde Internationale, qui à partir de sa fondation en 1889, va revendiquer la journée de 8 heures. Cette revendication va ensuite continuer d'être portée par les syndicats naissants. Par la suite, la lutte pour la journée de 8 heures va vraiment devenir plus active, avec à la fois d'un côté le penchant syndical, puisqu'à partir de 1884 en France, les syndicats sont autorisés par la loi Waldeck-Rousseau, et donc ils vont progressivement se structurer jusqu'à la fondation de la CGT en 1895, et également par la fondation de la Seconde Internationale sur le plan politique, l'internationale socialiste, dont sera issu l'ASFIO, qui deviendra plus tard le Parti socialiste après de nombreuses évolutions idéologiques. Mais en tout cas, donc, à partir de cette Seconde Internationale qui va donc revendiquer, à partir de 1889, la journée de 8 heures, cette revendication va devenir vraiment du coup portée fortement à la fois sur le plan syndical et sur le plan politique, et être à l'origine de grandes luttes sociales jusqu'à son obtention en France. Et au niveau mondial, cette revendication sera également à l'origine du 1er mai, mais ça sera une histoire que je vous raconterai plus tard dans une vidéo qui sortira justement le 1er mai. Ça tombe bien. Et du coup, pour cette première vidéo d'introduction, c'est terminé. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir donc en détail, à partir des années 1890, quelles seront les luttes qui seront menées pour cette revendication. Les différents 1er mai, une fois que nous en aurons fait l'historique, mais également au quotidien. En-delà, il n'y a pas que les 1er mai que la lutte était menée, mais tous les jours, il y avait à travers le monde, et surtout en France, là où nous nous concentrerons, il y avait des luttes sociales, des grèves, des manifestations pour se battre pour la journée de 8 heures. Et donc nous allons voir ce qui s'est passé à partir des années 1890 jusqu'en 1919 dans une prochaine vidéo. Mais du coup, c'est terminé pour cette introduction au sujet. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez le dire en commentaire, mettre un pouce bleu et partager la vidéo, ça nous aide beaucoup. Et puis, vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis, j'espère que ça va bien pour vous, parce que d'ici là que la vidéo sort, je ne sais pas où en sera la situation avec le coronavirus. Donc, j'espère que ça sera terminé et que tout ira pour le mieux. Mais sinon, j'espère qu'au moins pour vous et pour le maximum de monde, que ça va bien. Au revoir tout le monde.